La lutte contre le chômage, les mesures pour améliorer l'emploi et la formation des jeunes adoptées en Conseil des ministres. Le gouvernement y joue sa réputation et sa réussite, a déclaré le chef de l'État. Invité de ce journal, le Premier ministre Laurent Fabius. Le Conseil d'État entérine l'extradition des 3 Basques espagnols. Grève générale inégalement suivie en Pays Basque espagnol. À Bayonne ce soir, manifestation de protestation malgré l'interdiction de la préfecture. L'évacuation du Tchad, la Libye annonce à son tour l'application de l'accord. Un Allemand au-dessus de tout soupçon, l'espion soviétique au cœur même des programmes aérospatiaux européens, l'Allemagne fédérale, plaque tournante de l'espionnage industriel soviétique. Madame, Monsieur, bonsoir. Sous le choc de la décision française d'extrader 3 militants basques espagnols, les partisans les plus engagés de la cause basque de part et d'autre des Pyrénées ont mesuré aujourd'hui les limites de l'adhésion populaire. En Espagne même, dans les 3 provinces basques et en Navarre, les indépendantistes avaient appelé à une grève générale qui n'a été que très inégalement suivie. Jean-Claude Darigo. Cette voiture qui brûle retournée sur la chaussée, ces camions qui ont flambé, sont des véhicules français. Ils payent pour la décision confirmée par le Conseil d'État d'opérer les extraditions des Basques. Nous sommes de l'autre côté de la frontière et l'atmosphère demeure tendue. Notre colère d'aujourd'hui n'a pas d'autre but que de protester vigoureusement contre cette décision d'extradition ordonnée par le gouvernement de M. Mitterrand. Tout le peuple basque est dans l'indignation et nous voulons dire très fort que nous ne sommes pas d'accord. Lo que se trata es de exteriorizar la indignación del pueblo vasco ante esa decisión. Le mot d'ordre de grève lancé par la branche politique de l'ETA n'a pas entraîné la paralysie des grandes entreprises industrielles du Pays basque espagnol, mais de nombreux heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu en de nombreux endroits. 25 personnes ont été arrêtées. À Saint-Sébastien, la ville était pratiquement morte toute la journée, mais les magasins du centre de Bilbao sont demeurés ouverts. Sur 4000 employés des chantiers navals de Biscaye, seulement 30 ont voté l'arrêt du travail. L'ETA n'a donc pas emporté l'adhésion de tous les Basques. Les camionneurs français, pour protester contre la violence qui leur est faite du côté espagnol, bloquent en ce moment tous les postes frontières et empêchent le passage des transporteurs espagnols. À Paris, le Conseil d'État a approuvé cet après-midi sur la forme et sur le fond les décrets d'extradition annoncés dimanche dernier par le gouvernement français. Une décision juridique qui a aussi une incontestable portée politique. Paul Lefebvre. 2 éléments essentiels dans cet arrêt. Premièrement, la confirmation de la jurisprudence du Conseil d'État qu'on peut résumer par une phrase du commissaire du gouvernement: la fin ne justifie pas l'emploi de tous les moyens. En somme, un acte revendiqué comme politique perd sa nature politique dès lors qu'il y a mort d'homme avec volonté de la donner. En droit, ça s'appelle un assassinat. Les 3 hommes sont accusés d'assassinat par la justice espagnole, donc peuvent être extradés, même si leurs mobiles politiques sont reconnus. Deuxième élément, les garanties judiciaires présentées par l'Espagne sont considérées comme suffisantes par le Conseil d'État, qui implicitement accorde ainsi à Madrid un brevet de démocratie. Les 3 Espagnols qui sont encore à la prison de Fresnes vont donc être extradés vers l'Espagne dans les plus brefs délais, entourés d'importantes précautions policières. Au Pays basque français, la grande majorité de la population ne cache plus sa lassitude face aux excès et aux retombées du militantisme basque. La journée a été calme aujourd'hui, mais les comités de soutien aux réfugiés ont cependant appelé ce soir à une manifestation à Bayonne, manifestation interdite par les autorités. Quant aux camionneurs français, ils continuent de bloquer la frontière à Hendaye. Pascal Guimier. Bordeaux, en fin d'après-midi, une centaine de manifestants protestant contre la décision du Conseil d'État. En ce moment même, à Bayonne, c'est environ 1 millier de personnes qui défilent, une manifestation d'ailleurs non autorisée par la préfecture. À la frontière, en tout cas, il n'y a rien de changé. 700 camions du côté français, environ 200 du côté espagnol. Hier, 3 postes frontières bloqués, aujourd'hui pas un point de passage qui n'échappe à l'action des routiers. Aucune voiture de tourisme ne peut plus passer de France en Espagne. Les organisations professionnelles soutiennent le mouvement, mais sans s'y associer, un mouvement, il est vrai, spontané. On est des gens qui font l'Espagne en permanence, la ligne d'Espagne en permanence, et puis se faire tirer dessus et
me faire brûler les camions, c'est tout, ça s'arrête là. On veut pas... Et qu'est-ce que vous réclamez alors finalement? Avoir au moins quelles conditions est-ce que vous lèverez les barrages? Avoir au moins la sécurité. Avoir au moins la sécurité en Espagne, c'est le minimum. Les camionneurs français s'organisent maintenant pour tenir aussi longtemps qu'il le faudra. Quant aux autorités, elles négocient actuellement avec le gouvernement espagnol. Ce que réclament les routiers, d'abord une indemnisation pour les véhicules détruits en mars dernier, ensuite une escorte par l'armée espagnole pendant la traversée du Pays Basque. Ce n'est qu'à ce prix que les camionneurs lèveront leurs barrages. J'apprends à l'instant qu'un avion militaire français transportant les 3 militants basques a décollé il y a 5 minutes exactement à destination de Madrid. Monsieur Fabius, vous avez pris part bien sûr de façon déterminante à cette décision d'extradition qui constitue un revirement spectaculaire de la politique française. Est-ce que cela signifie désormais que pour les Basques, comme pour d'autres extrémistes, quelle que soit leur coloration politique, la France devient désormais terre interdite? Ça signifie que nous ne voulons pas que la France serve de sanctuaire pour des crimes de sang. Je vais vous expliquer, Madame Ockrent, le problème qui s'est posé au gouvernement et à moi comme Premier ministre. Et pour vous l'expliquer, j'ai apporté avec moi les motifs d'inculpation d'un des 3 extradés. Il y en a 3, et j'ai apporté les motifs d'inculpation d'un des 3 qui s'appelle M. Martinez-Bestegui. Alors ça va prendre quelques secondes, mais je crois que c'est important pour juger. M. Bestegui est d'abord inculpé pour avoir attaqué une sentinelle de la caserne de Vitoria, en Espagne. La sentinelle a pu s'abriter, mais une personne âgée de 68 ans a été tuée. Il est également accusé de crimes de sang concernant la police. Les faits qui lui sont reprochés sont exactement les suivants. Le commissariat de Vitoria a reçu 2 appels téléphoniques dans lesquels il était indiqué qu'un homme était attaché à un arbre non loin de Vitoria. La police espagnole est arrivée sur les lieux. Un policier a voulu ramasser une paire de lunettes qui était par terre. Il pensait que cette paire de lunettes appartenait à l'homme qui était attaché. Mais la paire de lunettes était reliée à une charge explosive par des fils électriques. Lorsque le policier a voulu la ramasser, tout a explosé. Un artificier a été tué sur le coup, 3 autres policiers grièvement blessés, dont 2 sont aveugles. Et au-delà de ce cas particulier. Voilà les faits et l'inculpation. À partir de là, la question qui était posée au gouvernement français est toute simple, même si elle pose beaucoup de problèmes de conscience. Est-ce que, par rapport à cette inculpation, nous pouvons refuser à la démocratie espagnole de juger ces faits? Nous avons estimé que par rapport à une démocratie, et compte tenu de la gravité de cette inculpation, ça n'était pas possible. Ça ne heurte en rien nos convictions et notre tradition de droit d'asile, mais nous estimons, comme l'a dit votre commentateur tout à l'heure, que d'une part la fin ne justifie pas tous les moyens, que la France ne peut pas être un sanctuaire pour toute une série d'actes criminels et que l'Espagne est une démocratie. Le Parti communiste, M. Fabius, là encore, se dissocie de votre action. Selon Georges Marchais, qui était tout à l'heure l'invité de France Inter, la décision d'extradition constitue un précédent grave, étrangère aux meilleures traditions de solidarité et de lutte pour les droits de l'homme de la gauche française. Fin de citation. Permettez-moi simplement, Madame Ockrent, sur ce point, qui n'est pas majeur, de noter que la décision que nous avons prise est l'application d'une doctrine définie en Conseil des ministres en 1982, qu'il y avait à cette époque des ministres communistes et qu'il n'y avait pas eu cette réaction. Un mot, Monsieur Fabius, d'une autre affaire grave qui concerne particulièrement notre rédaction, mais qui touche aussi plus globalement au droit d'informer. Notre ami Jacques Abouchar est prisonnier des forces soviéto-afghanes depuis 9 jours maintenant. Que fait pour lui votre gouvernement? Nous avons déjà pris beaucoup de contacts avec toute une série de chancelleries. Monsieur Chesson, qui se trouve actuellement aux États-Unis d'Amérique, a discuté de cette question avec plusieurs représentants diplomatiques. La consigne que j'ai donnée, c'est d'être efficace et rapide, et
Vous comprendrez que ça ne s'accommode pas tellement de grandes déclarations à la télévision. Alors j'ajoute que la presse afghane citée aujourd'hui par l'agence TASS reprend à l'encontre de Jacques Abouchar les accusations d'espionnage et compare son cas à celui du médecin français Philippe Auguillard, jugé et condamné pour espionnage l'an dernier en Afghanistan. Il avait été libéré au bout de 6 mois d'emprisonnement. Venons-en maintenant au Conseil des ministres de ce matin et à la série de mesures qu'il a adoptées pour lutter contre le chômage des jeunes. Un projet particulièrement important qui, selon l'expression du chef de l'État, doit mobiliser les forces vives du pays. Il y a en ce moment en France 500 000 jeunes de moins de 21 ans inscrits à l'ANPE, soit un quart à peu près des demandeurs d'emploi. L'objectif du gouvernement est de leur assurer un emploi ou une formation d'ici la fin de l'an prochain. Les mesures mises au point par le ministre du Travail, Michel Delbar, Martine Gilson. 2 axes essentiels dans ce dispositif. D'abord et surtout, la formation. 400 000 stages de formation alternés, la théorie et la pratique en entreprise, seront proposés aux jeunes. Ils sont le fruit d'un accord signé entre le CNPF et les syndicats. De plus, des stages de formation déjà mis en place par l'Éducation nationale accueilleront 60 000 jeunes supplémentaires. Par ailleurs, les formules en vigueur demeurent, entre autres, les contrats emploi-formation mis en place il y a 7 ans et qui débouchent sur une embauche dans 70% des cas. Il y en aura 80 000 l'an prochain. Deuxième axe, c'est la grande nouveauté, les TUC, les travaux d'utilité collective. Ils concernent quelques 75 000 jeunes qui travailleront 20 heures par semaine et toucheront au maximum 1 700 francs par mois. Pour l'instant, les jeunes concernés ne sont pas obligés d'accepter ces tâches. Le gouvernement compte sur le volontariat. Pour que toutes ces formules fonctionnent sans accroc, le gouvernement a décidé de décentraliser au maximum les responsabilités et surtout de s'adapter au terrain. Coût de l'opération pour l'État, près de 3 milliards de francs. Le chômage des jeunes est un problème qui accable plusieurs pays européens. Un exemple intéressant, celui de la Suède, où une loi votée au début de l'année a pratiquement supprimé le chômage chez les jeunes de 18 à 19 ans. Une loi astreignante aussi bien pour eux que pour les communes qui les emploient. Corinne Pertuis. Peter était cuisinier dans une école quand on l'a licencié. Maintenant, il retape une maison communale avec Dan, qui lui rêve de s'engager dans la marine suédoise. En attendant, il travaille avec Peter. Zemia a eu de la chance, elle aide les institutrices de la crèche et c'est son rêve d'ailleurs de s'occuper des enfants du tiers-monde. L'après-midi, elle prend des cours de chant. Yann et Martine s'occupent du gymnase. Aujourd'hui, ils remplacent les ampoules. Ils sont très contents de ce travail et on le serait à moins. À Sigtuna, 80 jeunes de 18 et 19 ans sont ainsi employés par la commune. Ils travaillent 4 heures par jour et reçoivent une allocation de 110 francs. La commune est obligée de leur donner du travail et le jeune, lui, est obligé de travailler. L'allocation chômage pour les 18-19 ans a tout bonnement été supprimée. Le ministre du Travail s'en explique. Nous avons déjà beaucoup donné d'argent pour créer des emplois temporaires, pour payer des allocations chômage. Et ça n'a pas rapporté grand-chose à l'État. Nous préférons donner un peu plus et avoir des citoyens en meilleure santé et plus heureux. 500 millions de francs ont été dégagés pour créer ces emplois, mais l'État paiera sans limite. À Sigtuna, comme partout en Suède, on trouve que le chômage des jeunes est intolérable. Des syndicats à l'église luthérienne, toute la commune est mobilisée. Notre commune a bien sûr intérêt à ce que les jeunes aient confiance en l'avenir. La commune tout entière se portera mieux s'ils ont des idées et l'envie de foncer dans la vie. Bien sûr, ces emplois communaux ne créent pas de véritables emplois. Le problème économique demeure. En attendant leur 20e anniversaire et peut-être le chômage, ces jeunes acquièrent une formation et une expérience, et c'est encore la meilleure chose qu'ils puissent faire jusque-là.
Si ces mesures sont efficaces en Suède, c'est parce qu'elles bénéficient, on l'a vu, d'un consensus de la part des partenaires sociaux et politiques. En France, les réactions aux mesures annoncées ce matin sont plutôt mitigées, comme le constate Corinne Pertuis. Nous attendions avec impatience des mesures vraiment efficaces pour lutter contre le chômage. Or, il n'y a rien dans les mesures actuelles qui peuvent créer un élan d'embauche véritable. L'attentisme a prévalu. Rien sur la flexibilité de l'emploi, contrairement à ce qui se passe chez tous nos voisins. En ce qui concerne les travaux d'utilité publique, vous le savez, nous craignons que ça crée une concurrence déloyale pour certaines entreprises privées. Enfin, le seul point positif pourrait être la formation alternée des jeunes. Le gouvernement semble décider enfin à rendre applicable l'accord du CNPF d'octobre 83, mais il faut pour cela qu'il prenne rapidement des textes législatifs ou réglementaires simples, clairs, précis et permettant de réaliser enfin cet accord. Et là, croyez-moi, nous mobiliserons nos délégués à l'emploi pour créer des emplois pour les jeunes. La CGT estime que les mesures gouvernementales n'apportent aucune réponse satisfaisante au problème de l'emploi des jeunes, car elles ne créent ni formation qualifiante, ni emploi stable. André Bergeron est d'accord avec les mesures adoptées par le Conseil des ministres, mais il fait observer que l'emploi des jeunes supposerait que l'on desserre l'étau de la politique actuelle. Il faut trouver des solutions alternatives au chômage des jeunes. Le gouvernement vient de décider de mettre en œuvre un accord que nous avons signé il y a 1 an avec le CNPF et qui va permettre l'accueil important de jeunes en entreprise. Il en est bien ainsi. Les travaux d'intérêt collectif que propose le gouvernement peuvent être une autre formule à 2 conditions pour la CFDT. La première est qu'elle réponde effectivement à la satisfaction de nouveaux besoins sociaux, qu'elle soit motivante pour les jeunes, mais surtout qu'ils s'inscrivent clairement dans une perspective de développement de l'emploi au niveau local. Il ne nous semble pas que cette deuxième condition soit remplie. Le gouvernement a privilégié la première, qui facilite le traitement statistique du problème du chômage. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Et le projet du gouvernement y perd en ambition. La CFTC se félicite de ces orientations. Elle est convaincue que la prolongation systématique de la scolarité n'est pas la bonne solution pour la formation des jeunes et donc pour l'emploi. Monsieur Fabius, ces mesures pour l'emploi des jeunes font donc partie des initiatives pour l'emploi que vous aviez annoncées le 5 septembre dernier à l'heure de vérité sur Antenne 2. Des mesures qui, avec le développement des exportations, le développement des entreprises, l'assouplissement des conditions de travail et d'embauche, font donc partie des 5 fronts que vous avez définis à la lutte contre le chômage. Mais quels vont être pour vous les critères d'échec ou de réussite de ce projet particulier ? J'ai fixé, à l'heure de vérité, il y a 3 semaines exactement, soir pour soir, un objectif très ambitieux. Il faut que chaque jeune de moins de 21 ans, avant la fin de l'année prochaine, se voit proposer ou bien une formation, ou bien un travail dans une entreprise, ou un travail d'utilité collective. Les décisions qui ont été prises ce matin, 3 semaines après, comme je l'avais annoncé, vont exactement en ce sens. Et c'est sur ce critère qu'on jugera si nous réussissons ou pas. Quand je dis nous, ça ne veut pas dire simplement le gouvernement, ça veut dire les Français. On a écouté les réactions tout à l'heure, je respecte parfaitement les réactions des uns ou des autres, mais ça ne va pas vraiment au fond du problème. Le fond du problème, c'est quoi, Madame O'Crane? C'est que le chômage, et en particulier le chômage des jeunes, c'est un cancer abominable. Et qu'il faut donc tout faire, tout, pour essayer de s'en débarrasser. Et que on pourra reprocher telle ou telle chose, et les reproches sont parfaitement fondés, mais tous les efforts sont meilleurs que cette situation de chômage. Mais quand même, Monsieur Fabius, ne tournons pas autour du pot. Est-ce que vous avez un objectif chiffré en ce qui concerne les jeunes? L'ensemble de ces mesures concerne au total à peu près 500 000 personnes. Alors, les experts de l'OCDE qui ont publié un rapport hier, ces experts sont bien pessimistes en ce qui concerne l'évolution du chômage en France. Ils prévoient d'ici la fin 85 2 600 000 demandeurs d'emploi. Un seul pays occidental a jusqu'ici réussi à faire régresser le chômage, ce sont les États-Unis. Est-ce que c'est là l'exemple à suivre? Il y a à prendre et à laisser. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est la rapidité d'adaptation et le fait que beaucoup d'emplois ont été créés, non pas comme on le dit souvent dans l'industrie, mais dans les services ou dans le tertiaire. Bon, ça c'est quelque chose dont il faut sûrement, sur lequel il faut réfléchir. Mais quand on dit il faut faire comme les États-Unis, je pense que c'est une réflexion très superficielle.
parce que les États-Unis, c'est un continent, et pas seulement un pays, qu'ils ont des ressources énormes, et qu'ils ont quelque chose qu'aucun autre pays au monde n'a, en tout cas pas la France, c'est que leur monnaie, c'est pas seulement leur monnaie à eux, mais c'est la monnaie de tout le reste du monde. Alors, les idées, on dit beaucoup les idées néolibérales, les idées de M. Reagan. Bon, je ne veux pas me prononcer comme ça, à la va-vite, mais ces idées sont appliquées dans un pays en Europe. C'est la Grande-Bretagne. Hein? Si on appliquait exactement ces idées en France, ça donnerait la situation qu'il y a là-bas. Il y a 3 300 000 chômeurs. Alors, prenons ce qu'il y a à prendre aux États-Unis, mais ne copions pas tout. Et je le répète, ce qui est important dans les mesures d'aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut se battre. Le président de la République l'a dit avec beaucoup de justesse ce matin, c'est la guerre, c'est la guerre. Alors, justement, le chef de l'État a dit aussi très clairement ce matin que la réputation et la réussite de votre gouvernement allaient se jouer sur ce programme-là. La réussite alors, sûrement. comment espérez-vous réussir dans le climat de scepticisme général qui s'instaure? Le scepticisme. Il y a quelqu'un qui disait quelque chose de très juste. Ne demandez pas toujours ce que la société peut faire pour vous. Demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour elle. Le gouvernement, c'est pas une institution qui a un bouton comme ça sur lequel appuyer pour dire on crée 500 000 emplois. Les emplois, ce sont les entreprises, les communes, etc. qui peuvent les créer. Il faut que tout le monde se mobilise, parce que tout le monde, les enfants de tout le monde sont concernés. Donc le gouvernement peut créer des conditions favorables. Maintenant, ça commence d'être fait d'une manière très importante, mais moi, j'ai besoin de l'appui de tout le monde. Et même si tel ou tel reproche par rapport à ce plan, il a le mérite d'exister, il faut maintenant marcher. Monsieur le Premier ministre, merci. La confirmation d'un bon indice en ce qui concerne la lutte contre l'inflation. La hausse des prix en août a bien été de 0,5%, indique l'INSEE. Et puis un mot du dollar dont la vigueur continue de peser sur notre économie. La devise américaine a légèrement grimpé. Aujourd'hui, elle a coté à Paris près de 9,48 francs. Grève et débrayage aujourd'hui dans plusieurs usines de la régie Renault, à Billancourt, à Cléon et à Sandouville surtout, mais aussi à Douai et à Flins. Le point de la situation, Geneviève Moll. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les syndicats et les directions des usines dans lesquelles se sont tenus les comités d'établissement. Il y était question de la prime de fin d'année et de la 5e semaine de congé obligatoire entre Noël et le jour de l'an. La direction a rappelé que la prime n'est pas un avantage acquis, mais dépend des résultats de l'entreprise, qui sont mauvais en ce moment. Elle a également expliqué que la fermeture des usines fin décembre permettrait une économie de 100 millions de francs. Les syndicats, CGT en tête, qui contestent surtout la gestion du PDG, Bernard Arnault, demandent l'extension à toutes les usines de la prime de 300 francs obtenue par les ouvriers du Mans. Ils demandent aussi l'ouverture immédiate de négociations sur les salaires et l'emploi. Pour le moment, la direction n'envisage pas de négociation au sommet. Elle attend que les problèmes soient résolus usine par usine. La CGT tente ce soir d'entraîner les autres syndicats dans un durcissement du mouvement, ce qui pourrait perturber le rythme de livraison de la Super 5. Quelques mots de politique avec les journées parlementaires socialistes qui se sont ouvertes aujourd'hui à Paris sous le signe d'une solidarité complète avec le gouvernement dans un contexte économique et social très difficile, selon le président du groupe parlementaire André Biardon. Lionel Jospin a insisté aussi sur le sens des responsabilités dont doivent faire preuve les socialistes pour s'adapter à un contexte politique nouveau. À Cannes, les parlementaires de l'UDF ont réagi à l'accord donné par Lionel Jospin au principe d'un groupe de travail paritaire majorité-opposition sur la réforme de la loi électorale. C'était une proposition de Michel Dornano. Pour l'UDF qui reste attaché au mode de scrutin actuel, c'est dans le cadre des commissions parlementaires que doivent se rencontrer à cet effet majorité et opposition. À noter aussi la suggestion que fait Jean Le Canuet à l'adresse de Raymond Barre et de Valéry Giscard d'Estaing pour qu'ils se prêtent au sein du mouvement à un débat commun. L'actualité à l'étranger maintenant est d'abord la situation au Tchad. Pour la première fois aujourd'hui, la Libye, par le biais de son agence de presse, a annoncé l'entrée en application de l'accord d'évacuation, mais sans fournir de détails sur le retrait effectif de ses forces militaires. Les avions français patrouillent tout au long de la ligne de démarcation pour surveiller à la fois le départ des troupes françaises et les mouvements libyens. Sur place, Philippe Rochaud et Jean-Jacques Le Garec. À l'heure même où devait commencer le retrait militaire français des premières positions au nord, 4 Jaguars décollaient de la base aérienne de N'Djamena pour une mission de reconnaissance sur la ligne rouge à 700 km de là. Un avion d'observation Breguet Atlantique couvert par 2 Mirage F1
va recueillir de son côté tous les renseignements sur les déplacements des forces adverses. Ainsi, pendant toute la durée du retrait français, ces opérations de reconnaissance qui ont lieu 3 ou 4 fois par semaine vont continuer. Il s'agit en effet de vérifier si l'armée libyenne et ses alliés tchadiens du Nord ne profitent pas de l'évacuation des troupes françaises pour avancer leurs hommes, surtout au niveau de la ligne rouge. En 1 an de présence au Tchad, les forces du Nord n'ont pu franchir qu'une seule fois cette zone qui coupe le Tchad en deux. C'était l'hiver dernier, lors de l'incident de Zigueil, où un Jaguar a été abattu. Une intense activité règne donc sur l'aéroport de N'Djamena à l'occasion du repli français. Une telle opération de retrait, dit-on chez les militaires français, est aussi délicate qu'une mise en place, car elle doit être menée en toute sécurité. Voilà pourquoi, à mesure que le dispositif Manta va se replier, les missions d'observation vont se poursuivre régulièrement au-dessus du désert central du Tchad, assurant ainsi la surveillance d'un secteur de 300 000 km². L'armée de l'air sera la dernière à se retirer du Tchad. Tous les appareils basés ici à N'Djamena assureront la protection des 3000 soldats français jusqu'au bout, avant de regagner d'autres bases comme celle de Bangui en République centrafricaine, d'où ils pourront à nouveau intervenir en cas de nécessité. Le président tchadien Hissène Habré sera reçu prochainement à Paris par le président Mitterrand. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un émissaire de N'Djamena qui a été reçu à l'Élysée. Moscou souffle le froid et le chaud après avoir rejeté la proposition du président Reagan d'établir de nouvelles formes de dialogue avec Moscou. Le numéro 1 soviétique, Konstantin Tchernenko, a déclaré aujourd'hui que son pays était prêt à une coopération large pour parvenir à un assainissement des relations internationales et un retour à la détente. Les chefs de la diplomatie américaine et soviétique, George Shultz et Andrei Gromyko, se sont rencontrés aujourd'hui à New York pour la première fois depuis 9 mois. Depuis 17 ans, le KGB avait son homme au cœur même des programmes aérospatiaux de l'Allemagne fédérale, de l'Europe et de l'Alliance Atlantique. L'arrestation à Munich d'un ingénieur allemand, jusqu'ici au-dessus de tout soupçon, prouve à quel point l'Allemagne fédérale reste la plaque tournante de l'espionnage soviétique, surtout en matière industrielle. Michel Meyer. La valse, Vienne est aussi une ville où les soviétiques y entretiennent plus qu'un monument de la victoire contre le fascisme. La capitale autrichienne est également une plaque tournante de l'espionnage. C'est dans ces parcs historiques que Manfred Rotsch, l'ingénieur espion de Munich, rencontrait son officier traitant soviétique, recevait ses directives et transmettait verbalement ses secrets. Les documents photographiques subtilisés à Messerschmitt-Volker-Blum étaient quant à eux placés dans des caches et autres boîtes aux lettres de la forêt bavaroise, là où les récupérait un courrier soviétique employé à l'aéroflotte. Ce sont ces petites promenades et navettes qui ont perdu Rotsch. Son arrestation et l'importance des documents industriels, scientifiques et militaires que ce petit sexagénaire tranquille a pu offrir au KGB depuis 17 ans met une nouvelle fois en lumière les techniques de pénétration et les priorités soviétiques en matière de renseignement. Autant et presque plus que les secrets politiques et militaires, c'est la recherche informatique, nucléaire, spatiale et électronique qui intéresse à présent les services spéciaux de Moscou et de Berlin-Est. Avec les États-Unis et le Japon, la France et l'Allemagne fédérale sont généreusement pillés. L'espionnage industriel épargne en effet à l'Union soviétique des milliards d'investissements dans la technologie et la science. Rien que pour l'Allemagne fédérale, on estime que les 2/3 des 10 000 agents en poste y sont affectés. Seul le dernier tiers s'occuperait de politique ou de stratégie. Au sein de l'appareil gouvernemental de Bonn, les limiers du contre-espionnage subodorent donc l'existence d'autres taupes au service des soviétiques ou de l'Allemagne de l'Est, ce qui est la même chose. Cible de choix des services spéciaux orientaux, les fonctionnaires, mais aussi les secrétaires un peu esselés ou en mal de Don Juan. Sait-on que Bonn est une véritable capitale de célibataires qui s'ennuient. Depuis 25 ans, une quinzaine de secrétaires ont été recrutés par l'Est, puis inculpés par l'Ouest. Ainsi, Christelle Brozet, assistante modèle du numéro 2 du Parti chrétien-démocrate, ou Ursula Höfs, tout aussi subtilement infiltrée auprès d'un autre dignitaire du même parti. Indépassable pourtant, l'affaire Günther Guillaume, l'agent placé dans l'entourage direct de Willy Brandt et qui provoqua en 1974 la chute du chancelier.
Triomphe à Pékin, satisfaction discrète à Londres. La Chine et la Grande-Bretagne ont signé aujourd'hui un accord historique, l'accord par lequel la Grande-Bretagne restituera à la Chine en 1997 sa colonie de Hong Kong. Hong Kong, pendant 50 ans de plus, continuera de bénéficier de son système économique et social actuel. Tout juste le temps maintenant de vous donner les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Maison Lafitte, le 11, le 21, le 2, le 9, le 10, l'As, le 7, un non partant, le 3. Et maintenant, Brigitte Simonetta va nous parler du temps. Et soyons raisonnables, même si ce n'est qu'un petit mieux, sachons nous en réjouir. Regardez la photo satellite. Sur l'Atlantique nous attend une belle zone d'éclaircie, mais il y a un mais, dans le même temps descendra cette nouvelle perturbation. Résultat, sur la carte de demain, encore un temps très nuageux sur toutes les régions situées au nord de la Loire. De belles éclaircies du centre à la Gironde, le Massif central, les Alpes du Nord, et pratiquement du beau temps sur toute la bordure sud du pays. Baromètre en hausse, thermomètre aussi, de 15 à 19 degrés sur la moitié nord, de 14 à 23 degrés sur la moitié sud. Demain, jeudi 27 septembre, le soleil se lèvera à 7h44, se couchera à 19h38.